Bonjour à toutes et tous. Pendant que les derniers collègues s'installent, donc moi je suis Marc Garnier, je suis le président du comité des référentiels cliniques de l'ASFAR et j'ai donc le plaisir de modérer cette session avec une des membres du comité, Anaïs Caillard. Merci de venir assister à la session des référentiels. Comme vous l'avez entendu ce matin de la bouche de notre président, Pierre Albaladejo, c'est un temps important de la vie de la société. Et puis il vous l'a montré un petit peu aussi, toute la production qui passe par le comité et par la société savante pour essayer de vous aider et de vous guider dans les bonnes pratiques pour les soins au quotidien pour nos patients. J'en profite pour dire que si vous trouvez que certaines thématiques ou certains sujets ne sont pas assez abordés et que vous aimeriez, même sans forcément vous impliquer ensuite, mais simplement suggérer des idées au comité pour développer des futurs référentiels, n'hésitez pas. Nous, on aime bien aussi avoir un maximum de remontées de tous les collègues de terrain pour dire, par exemple, sur tel sujet, il n'y a pas eu de réactualisation depuis 15 ans ou il n'y a même pas du tout de référentiel. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être intéressant d'en faire un, puisque l'idée, c'est qu'on puisse se coller à vos pratiques et répondre un maximum à vos attentes. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à interpeller les gens de la société, et puis on essaiera, si on trouve ça effectivement logique, de lancer des référentiels dessus. On vous demande d'être un peu patient parce que, sans monopoliser la parole trop longtemps, mais un référentiel, c'est comme le bon vin, ça prend du temps. Il faut savoir qu'entre la genèse d'une idée et d'un projet et aujourd'hui où on présente le résultat, il se passe au minimum 12 mois et plutôt 18. Et parce qu'il y a tout derrière un processus méthodologique très robuste qui nécessite ce temps. Et donc c'est pour ça que derrière, quand vous avez deux coordonnateurs d'experts qui viennent vous présenter le résultat, vous pouvez être sûr que c'est du béton, que ça a été discuté, rediscuté, amendé, validé, voté, validé ensuite par le comité des référentiels, puis par le CA de la société, et que donc vous pouvez suivre ça les yeux fermés. Voilà, pour le mot introductif. Donc ce soir, vous allez avoir la présentation de 2 recommandations de pratique professionnelle, et puis demain, à la même heure, la présentation de 2 nouvelles recommandations de pratique professionnelle, les RPP, et de une RFE, une recommandation formalisée d'experts. Et on va commencer tout de suite. Je vais passer la parole au professeur Vincent Degos et au professeur Hervé Quintard pour une RPP commune entre la SFAR et la NARLF sur la prise en charge anesthésique périprocédurale des procédures de revascularisation par thrombectomie cérébrale. Vous allez avoir la possibilité, ils vont vous le redire je crois, mais de voter sur des petites questions puisqu'ils vont vous dérouler un cas clinique. Donc en flashant le QR code sur l'écran, vous pourrez voter, ça sera un petit peu interactif. Ils vont vous présenter ça en 20-30 minutes et derrière il y aura tout un tas de minutes disponibles pour les questions que vous auriez. Donc n'hésitez pas à interroger les 2 coordonnateurs d'experts de ce référentiel. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, je ne sais pas si c'est bon. Voilà, parfait. On va pouvoir passer nos diapos. Voilà, super. Donc on est ravis de pouvoir vous présenter ce résultat. Et comme l'a très bien dit Marc, c'est pire qu'un accouchement, une grossesse, parce que c'est vraiment plus que 9 mois de boulot. Et en plus, pour simplifier notre travail, il a fallu travailler avec d'autres sociétés savantes qu'on va vous présenter par la suite. Parce qu'évidemment, quand il s'agit de thrombectomie, les neuroradiologues interventionnels et les neurologues sont impliqués. Et donc, on va parler de l'anesthésie, mais on va parler en fait des interactions aussi avec ces 2 sociétés et comment on doit gérer ensemble cette procédure. Donc, je vais faire juste 2-3 diapos d'introduction, juste pour remettre le contexte. Vous savez qu'avant 2015, l'AVC ischémique, c'était une urgence pharmacologique avec le RTPA. Et puis, depuis 2015, on a eu plusieurs éléments de preuve qui nous ont permis de dire que c'était une urgence pharmaco et interventionnelle. Et donc, les patients qui rentrent dans les fenêtres de tir peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la thrombectomie. La thrombectomie mécanique, c'est principalement un système qui permet d'aller chercher le caillot, l'aspirer et donc gagner sur la reperfusion, la recanalisation du tissu cérébral qui est bouché par un AVC ischémique. Quand on ne s'organise pas du tout, c'était le cas en 2015, la thrombectomie, c'était à peu près ça à chaque fois qu'un patient arrivait. En gros, on s'engueule avec le radiologue, on s'engueule avec le neurologue, on est en train de faire une césarienne, autre chose. Puis finalement, donc vous avez tous vécu ça depuis donc 5, puis maintenant 7 ans, on s'est mis en place et donc on arrive petit à petit à mettre en place des procédures d'organisation et des procédures, des protocoles de soins qui nous permettent de bien valider et de bien prendre en charge nos patients. Ça nous a ouvert plein de questions et c'est entre autres ce que notre RPP a essayé finalement d'aborder, c'est les questions qui sont celles de l'urgence thérapeutique et l'organisation des soins et en particulier celle du rôle de l'anesthésie-réanimation. Donc après avoir été donc un travail principalement exclusif des neurologues, ça devient réellement un travail d'équipe
où les neurologues, les interventionnels, les anesthésistes et toute l'équipe du SAMU sont directement impliqués pour amener le malade le plus vite possible vers la table de thrombectomie pour générer cette recanalisation. Ça ressemble vraiment à ça maintenant. Donc, je vous ai mis une photo de ce qu'était le D-Shock à KB quand on prenait en charge un trauma crânien au poids-litro. Donc moi, je ne suis pas de KB, mais voilà cette belle photo. En gros, c'est la même organisation. Toute l'équipe doit être prête pour aller au plus vite, amener le patient vers la thrombectomie pour générer cette recanalisation qu'on voit sur la photo, avec un algorithme dédié, avec un plateau préparé, avec du personnel dédié. Personnel dédié, en ce qui concerne l'anesthésie-réanimation, c'est du personnel d'anesthésie. Donc ça, on a vu aussi dans la RPP qu'il fallait du personnel qui connaît l'anesthésie pour prendre en charge ces patients-là. On ne peut pas faire autrement. Je laisse la parole à Hervé qui vous explique comment on a pu monter tout ça. Alors effectivement, donc ces recommandations ont été menées par la SFAR Leader avec deux groupes qui sont particulièrement intéressés à la question, qui sont le comité Acute et la NARLF. Et puis on avait 2 sociétés partenaires qui étaient la Société française de neurovasculaire, la Société française de neuroréanimation. On avait également une experte du groupe français d'études sur l'hémostase et la thrombose qui nous a rejoints. Donc on avait avec Vincent la charge de coordonner ces experts qui étaient au nombre de 15. Et on était sous la houlette du CRC, avec en l'occurrence Marc et Hugues de Courson également qui étaient présents pour nous guider dans cette démarche de référentiel. Alors, les champs qui ont été abordés dans ces recommandations sont au nombre de 4, des champs qui nous semblaient vraiment importants à aborder. Et bien sûr, vous en doutez bien que la première question qu'on s'est posée, c'est de savoir quelle était la prise en charge anesthésique qu'on devait poser vis-à-vis de ce genre de patients. La deuxième était de s'intéresser effectivement au contrôle des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, au décours de cette prise en charge. Il nous a semblé également important de discuter une question du quotidien, qui est la gestion des anticoagulants et des antiagrégants pendant cette procédure. Et puis également des arguments des éléments organisationnels, avec en particulier la prise en charge post-interventionnelle immédiate et l'orientation des patients qui bénéficiaient de ce genre de technique. Alors en termes de calendrier, finalement tout a commencé il y a 1 an, donc c'est un accouchement finalement au bout d'1 an. On a commencé effectivement en septembre 2021. Donc tout ce travail effectivement dont vous parlez Marc nous a fait présenter au conseil d'administration au mois de mai et juin le produit de notre travail, et pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui dans cette session, puisque vous savez que le texte n'était pas disponible jusqu'à l'instant T actuel. Donc maintenant le texte est disponible. Vous allez avoir un petit QR code à la fin de cette présentation qui vous permettra de télécharger le texte de ces recommandations. Alors, ce qui est à noter, ce ne sont pas des RFE, des recommandations formalisées d'experts, mais des recommandations de pratique professionnelle, parce que, comme vous en doutez, la littérature sur le sujet, elle est très pauvre, et donc les experts se sont positionnés sur des questions avec malheureusement une littérature qui n'était pas très riche. Donc, on parle plutôt de recommandations de pratique professionnelle, et ça nous a permis, au total, de faire 18 recommandations qu'on vous propose effectivement de vous présenter par l'intermédiaire d'un cas clinique, dont va vous parler Vincent. Donc, je vous présente le cas clinique et au milieu de la présentation, il y aura le lien pour aller accéder avec le QR code pour pouvoir voter. Donc, c'est une histoire assez classique. Un patient qui a 76 ans, qui est autonome, avec des antécédents classiques, HTA, traité, une cardiopathie rythmique, avec une ACFA qui est traitée par Coumadine. Il est retrouvé par son fils et sa femme obnubilé avec un déficit de l'hémicorps droit, qui évoque quand même, en tout cas assez rapidement, donc une alerte pour une thrombolyse, ou en tout cas une alerte neurovasculaire. Et donc ils appellent les pompiers vont rapidement sur place, il n'y a pas de délai, et assez rapidement on va pouvoir le transférer vers l'hôpital de secteur qui, coup de bol, est un hôpital qui propose la thrombectomie. À l'arrivée, il a un Glasgow à 14 avec un IHS qui est aux alentours de 22. C'est un score qui est de plus en plus utilisé par les neurovasques et qui est utilisé de plus en plus aussi par les transporteurs, le SAMU, qui permet de caractériser la gravité du patient. Avec un déficit membre inf et membre sup à droite, une aphasie. Et en ce qui concerne les pupilles, il est normal, donc il n'est pas du tout en train de développer un coma ou une HIC. Et sur le plan des constantes, ce malade a une fréquence cardiaque à 140 irrégulière, c'est son SAFA d'une certaine manière, une tension artérielle 170-100, et puis une saturation à 90. Donc voilà, un tableau plutôt classique pour ceux qui prennent en charge ces patients. Et puis, on arrive donc à amener le patient vers l'IRM, qui est une des urgences, c'est d'arriver au plus vite
à une imagerie. Donc l'IRM est proposée assez rapidement dans les différents centres. Et on retrouve une image assez typique. Donc vous voyez sur l'ARM, en fait, il y a un défect. On perd le signal au niveau de la sylvienne du côté gauche, tandis que la sylvienne droite est très belle. Et on voit une lésion en diff qui est toto-hémisphérique, qui signe donc un AVC qui est déjà assez conséquent de tout le territoire sylvien. Il n'a pas eu de thrombolyse parce qu'il est contre-indiqué avec la coumadine. Donc ça, on sait que rajouter de la thrombolyse, c'est contre-indiqué quand le malade a des troubles de la coagulation importants. En revanche, la thrombectomie est indiquée, donc il peut aller à la thrombectomie. Il y va dans les 2 premières heures, ce qui est plutôt un bon score quand on regarde la population maintenant des arrivées pour thrombectomie. Et sous O2, le malade présente une SAT à 95. Donc voilà, si vous voulez vous connecter pour commencer à voter, vous pouvez faire le QR code qui est là-haut, et comme ça vous arriverez sur k4vote.com, vous identifiez avec l'identifiant BDX, et avec ça, normalement, c'est bon. Je vous laisse juste une petite minute pour que tout le monde puisse se connecter. Ça arrête un peu mon topo, mais au moins ça va vous permettre d'avancer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? On aurait pu proposer de se connecter avant le topo, c'était pas mal, mais voilà. J'avance, comme ça on arrive sur le cas clinique. Donc quelle stratégie d'anesthésie peut-on proposer pour cette thrombectomie ? Donc on propose 4 propositions, soit une anesthésie générale, soit une sédation, en utilisant l'argument que le malade peut présenter une instabilité hémodynamique par l'anesthésie générale, soit une anesthésie locale sans anesthésiste, considérant qu'en fait c'est une procédure qui peut être faite dans n'importe quelle condition. Et la quatrième proposition, c'est une AG ou une sédation, les deux sont possibles. Donc si vous voulez voter, et j'aimerais bien... Ah ça y est, ça arrive, ah, super, très bien, donc on a des votes qui arrivent, c'est très bien. On s'arrête là. En général, quand on a passé 30 secondes, il n'y a plus trop d'autres nouveaux votants. Ça vous va ? Allez, on avance. Et alors là, voilà vos votes. Donc, vous proposez en majorité le fait que les deux soient possibles. Ce qui est évidemment un grand sujet, un grand débat dans notre société, c'est quel est le choix et est-ce qu'on a des arguments qui nous laissent penser qu'une procédure est plus adaptée dans tel ou tel cas. Donc c'est entre autres ce dont on va parler et Hervé va pouvoir vous montrer les justifications et je passe aux justifications. Donc, comme vous le savez, la littérature est assez floride sur le sujet, avec une opposition entre d'un côté l'anesthésie générale et puis de l'autre côté la sédation et l'anesthésie locale, souvent parfois un petit peu mélangées dans les études, avec des avantages et des inconvénients qui sont maintenant bien édictés dans la littérature, en particulier sur les délais de prise en charge, sur la stabilité hémodynamique, etc., en faveur ou en défaveur d'une des deux techniques. En pratique, quand on regarde un petit peu les études sur le sujet qui sont intéressées à ça, en gros, on a des données qui sont assez discordantes, avec d'un côté les études plutôt rétrospectives qui sont plutôt en faveur d'une prise en charge par sédation, ou anesthésie locale. Et puis d'un autre côté, les grosses études qui ont été publiées, qui sont plutôt des études randomisées contrôlées, telles que Siesta par exemple, qui sont plus en faveur d'une prise en charge avec effectivement une anesthésie générale dans ce contexte. Et puis la littérature elle a évolué à tel point que même pendant les recommandations, il y a des publications qui ont été faites et qu'on a intégrées à notre panel d'études, avec en particulier l'étude GAS, que vous avez probablement vu passer, et qui montrait que là, il n'y avait pas forcément de différence entre une stratégie d'anesthésie générale par rapport à une stratégie de sédation. Donc, qu'ont conclu les experts avec ces données si différentes ? En fait, ils ont émis 3 recommandations d'experts, des avis d'experts. La première, c'est que les experts suggèrent de privilégier l'anesthésie générale avec intubation orotrachéale réalisée par une équipe anesthésique, je reviendrai sur ce point-là, plutôt que l'anesthésie locale seule, afin d'améliorer le pronostic neurologique à 3 mois, lorsqu'au moins une des situations suivantes est présente. Donc, ils ont défini des situations qui sont soit une atteinte de la circulation postérieure, soit s'il y a une neuronavigation qui est difficile, une technique qui est un petit peu difficile, en cas d'un score de Nice supérieur à 15, qui signe la gravité effectivement de l'accident vasculaire cérébral, en cas d'altération de la vigilance, en cas de défaillance respiratoire présente, en cas d'agitation du patient ou en cas de vomissement. Je reviens juste sur le point de l'équipe d'anesthésie dédiée. C'était une question qui a émis des discussions, mais on peut rebondir effectivement sur les données de l'HAS, qui avaient été publiées peu de temps avant, qui signifiaient qu'on a besoin d'équipes qui soient quand même entraînées à cette prise en charge, et donc quand on peut proposer cette équipe-là, il faut pouvoir leur proposer. La deuxième recommandation, c'est qu'à l'exception de ces situations,
qui était cité juste en amont, nécessitant une intubation, les experts suggèrent de ne pas privilégier une anesthésie générale par rapport à une anesthésie locale seule, sous surveillance par une équipe d'anesthésie, pour améliorer toujours le pronostic neurologique à 3 mois. Vous voyez toujours cette formulation PICO qui revient également dans les réponses à nos questions. La troisième recommandation, c'était qu'à l'exception des situations nécessitant une intubation orotrachéale, donc celle qui était notée dans la recommandation 1, les experts suggèrent de ne pas privilégier une anesthésie générale par une équipe anesthésique par rapport à une sédation procédurale. Donc on a les deux. On a voulu distinguer d'un côté l'anesthésie locale et de l'autre côté la sédation procédurale, mais c'est exactement la même prise en charge avec les exceptions qui ont été données à la première recommandation. Donc en fait, dans notre cas, on n'a pas mis la réponse. En fait, la réponse qui était probablement celle qui était la plus adaptée, c'est celle que émettent en tout cas les recommandations sur le NIH qui est supérieur à 15 et sur le fait qu'il y ait une défaillance respiratoire sous-jacente, ou en tout cas sous-entendu dans le fait qu'il y a une saturation à 90 en air ambiant, et puis l'évolution de la patiente, du patient, dans le cas clinique, il avait été décidé d'intuber le patient, principalement sur la défaillance respiratoire. Il s'avère que, en fait, assez rapidement, le malade est passé sur un mode d'inhalation avec une notion de vomissement pendant le transport et donc une polypnée, un tirage, et finalement été intubé. Donc, dans ce cadre-là, on avait décidé d'intuber le patient. On n'avait pas encore les recommandations, évidemment. Et en fait, sur le cas du NIH qui est déjà un peu élevé, supérieur à 15, il rentrerait dans la case des patients qui bénéficieraient d'une assise générale par rapport à une sédation consciente. Autre question, quelle est la stratégie d'optimisation de l'oxygénation et de la ventilation ? Donc on s'est pas mal posé de questions sur, évidemment, à la fois au niveau de la sédation consciente et de la ventilation. Est-ce qu'on a des arguments pour optimiser particulièrement l'oxygénation de ces patients ? Donc les propositions que je vous propose, c'est: est-ce que la saturation doit rester à 100% pendant toute la procédure ? Est-il recommandé de monitorer le TCO2 afin d'obtenir un objectif de PCO2 entre 35 et 40 ? Le TCO2 doit être monitoré uniquement lorsqu'on est sous AG. Il est recommandé de monitorer le TCO2 afin d'obtenir un objectif de PCO2 entre 30 et 35. Excusez-moi. Je vous laisse voter. Est-ce qu'on a... On a plus de votants. Parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal. On laisse voir les votes. C'est assez élégant. Il est recommandé de monitorer le TCO2 afin d'obtenir un objectif de PCO2 entre 35 et 40. Je te laisse avancer sur les recos pour voir justement jusqu'où on a abouti. Alors autant sur la littérature de l'anesthésie, il y avait quand même beaucoup de données dans la littérature, autant sur les données des Axos, les experts ont eu peu d'éléments. Si on commence par un des premiers qui est l'oxygénation, effectivement très peu de données dans la littérature, avec quelques études qui soutenaient peut-être le fait d'augmenter l'oxygène à la phase aiguë, mais très peu de données avec un nombre de patients très limité. Donc ce qui fait que les experts se sont maintenus finalement aux recommandations qu'on a chez les cérébrolésés, en gros, c'est que les experts suggèrent de maintenir la saturation du patient supérieure à 95% en per et post-procédure, afin de ne pas aggraver le pronostic neurologique à 3 mois. En ce qui concerne la capnie, il y a tout un substantiel derrière qui est de dire qu'avec de l'hypercapnie, on va favoriser la vasodilatation et donc peut-être la vasodilatation de collatérale, avec certains papiers très physiopathologiques là-dessus, qui soutenaient cet élément-là. Quand on regarde finalement des vraies études qui étaient menées dans ce contexte, malheureusement très peu de données aussi, ce qui fait que les experts ont suggéré que lors de procédures de thrombectomie qui sont réalisées sous anesthésie générale, la surveillance de l'ETCO2 et le maintien d'une capnie entre 35 et 40 mm de mercure était suggéré. Ça, c'est chez le patient intubé. Chez le patient qui n'est pas intubé, les experts ont proposé également de surveiller le TCO2, non pas avec les mêmes objectifs, parce que là, ça va être très difficile d'aller régler effectivement cette capnie, vous en doutez bien. Et donc, l'idée, c'était effectivement de maintenir ce monitorage continu téléexpiratoire du CO2 afin de surveiller la persistance de la ventilation spontanée du patient, donc un élément de surveillance et de protection. Donc voilà, notre patient, on avance, il a donc été intubé, ventilé, il a un capno qui est réglé à 38, avec un gradient qui a été mesuré. On a eu la chance de pouvoir faire un gaz du sang qui nous a permis de montrer donc une PCO2 à 35, donc on est plutôt dans les ranges.
Ce malade est très vite sous noradré. Je pense que vous avez dû vous en apercevoir. Ces malades sont très instables et donc on a besoin de les mettre sous noradré pour maintenir une PAS supérieure à 140, qui était l'objectif qu'on s'était donné pour ce patient. Et puis on a pu faire la thrombectomie dans des bonnes conditions à 185 minutes des symptômes. Donc à peu près, il y a un petit peu plus de temps que ce qu'on avait prévu. Quand il est arrivé dans les 2 heures, on a quand même eu quelques temps pour l'installer et l'intuber. La stratégie d'objectif tensionnel, qui est une vraie question. Comment doit-on gérer la tension artérielle en pair et surtout en post-interventionnel? C'est une question qui a été bien soulevée par donc les différents experts, avec des papiers récents qui nous donnent des informations qui sont plutôt des informations d'ailleurs neutres. Mais bon. La stratégie 140-180 mm de mercure per procédure doit être maintenue en post-opératoire. Première proposition. Deuxième proposition, l'objectif tensionnel post-opératoire dépend de la qualité de la recanalisation, avec un score qui est utilisé très classiquement qui s'appelle le TICI. On va de TICI 1 à TICI 3, et quand on est au-dessus de 2B, on considère qu'on est bien recanalisé. En post-opératoire, la PS doit être maintenue inférieure à 130. En post-opératoire, la PS doit être diminuée si les valeurs sont supérieures à 180. Toujours cette question de quel est l'objectif et à partir de quelle valeur on doit considérer qu'on doit baisser cet objectif. Voilà, je vous laisse voter. On a plus de votes à chaque question, donc c'est sympa. On sent que ça marche de mieux en mieux. Allez, on avance. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors là, c'est un peu plus éparse. Et vous nous proposez que l'objectif tensionnel, en moyenne, l'objectif tensionnel post-opératoire dépend de la qualité de la recanalisation. Et vous nous proposez qu'en post-opératoire, la PS doit être diminuée si les valeurs sont supérieures à 180. Je vais te laisser répondre, mais je pense que ça colle à peu près à ce qu'on s'est dit nous aussi. Donc effectivement, c'est une grosse question, parce qu'il y a de la littérature dessus. Il y a un dernier papier récent de cette année, publié par Michael Mazzilli, qui participait également à ces recommandations, qui a essayé de comparer effectivement 2 stratégies. Une stratégie de contrôle intensif de la pression artérielle, avec des objectifs entre 100 et 129 mm de mercure par rapport à une stratégie traditionnelle entre 130 et 185 mm de mercure, avec toujours derrière l'arrière-fond de si je perfuse pas bien, ça va se boucher, si je perfuse trop, je risque de faire saigner. Et quand on regarde finalement ces éléments-là, pas de différence entre les 2 stratégies qui étaient montrées par cette étude. Donc comment ont statué les experts cette question? Eh bien, en fait, ils ont effectivement utilisé le score TICI pour un petit peu stratifier les patients. Donc soit effectivement le score TICI n'est pas bon avec un score TICI inférieur, strictement inférieur à 2B. Alors dans ce cas-là, l'objectif est de maintenir une pression artérielle systolique post-procédure entre 130 et 180 mm de mercure pour améliorer le pronostic neurologique à 3 mois, qui était souvent, vous verrez pendant toute la recommandation, le endpoint principal. Et en ce qui concerne les patients chez qui la recanalisation a été efficace, avec un score supérieur ou égal à 2B, dans ce cas-là, ils proposent de maintenir une pression artérielle systolique post-procédure entre 130 et 160 mm de mercure pour améliorer, là aussi, le pronostic neurologique à 3 mois. Donc ça correspond à vos réponses. Oui, on est vraiment dans la bonne réponse. Là, je fais juste une petite aparté parce qu'il y a un dernier axe dont on n'a pas parlé, qui est la glycémie. On ne vous a pas fait une question spécifique pour la glycémie, mais juste pour vous donner le positionnement des experts sur cette question. Comme chez le patient cérébrolésé lambda, les objectifs de glycémie sont assez étroits et risqués parce que d'un côté, si on fait un contrôle intensif de la glycémie, comme c'est montré ici, eh bien, on peut améliorer le pronostic des patients, mais on s'expose, quand on regarde cette même étude, à un risque d'hypoglycémie qui est délétère pour le patient. Donc les experts se sont également positionnés face à cet Axos en édictant cette recommandation qui était de monitorer la glycémie pendant la procédure, donc ça c'est quelque chose d'important qui n'est pas forcément fait partout, et de traiter les épisodes d'hyperglycémie, mais tout en étant vigilant à ces épisodes d'hypoglycémie et qui nécessitent un contrôle régulier afin de ne pas aggraver le pronostic neurologique à 3 mois. Alors ensuite, donc on vous a dit qu'on a avancé axe par axe. Il y a l'axe de l'hémostase qui a évidemment été suggéré et on pensait que c'était intéressant que notre spécialité qui connaît bien l'hémostase puisse réfléchir à cette question avec les autres partenaires. Donc quelle stratégie pour la gestion de l'hémostase? Première proposition, un traitement par héparine per procédure est recommandé pour les patients n'ayant pas bénéficié d'une thrombolyse. B, un traitement par aspirine per procédure est recommandé pour les patients n'ayant pas bénéficié d'une thrombolyse. C, en cas de gestes complémentaires type stenting, donc certes, parfois on est obligé de rajouter un stent ou un stenting pour des occlusions qui sont des cas assez particuliers.
un traitement par héparine doit être proposé. En cas de geste complémentaire type stenting, un antiagrégant plaquettaire peut être proposé. On vous laisse voter. Parfait, on a à peu près notre score habituel, 70, 75 maintenant. Alors, vous proposez principalement la réponse D. En cas de geste complémentaire type stenting, une antiagrégation plaquettaire peut être proposée. Ils sont tous trop forts, donc on va te laisser avancer. Grosse question, avec, vous allez voir, des sous-groupes importants à définir en amont. Donc, la littérature sur le sujet des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires, là aussi, est assez riche, avec des études très récentes. Vous voyez qu'il y a encore un Lancet en 2022, Mr. Clean Med, qui permet effectivement de mettre en relief les conclusions des experts. Dans cette étude, c'était essentiellement des patients qui étaient thrombolysés, mais il y a 26% également de patients qui n'étaient pas thrombolysés dans cette étude. Quand on s'intéresse effectivement au risque principal d'utilisation d'antiagrégants ou d'anticoagulants, on va regarder effectivement le risque de saignement intracrânien au décours. Et quand on regarde effectivement l'utilisation d'héparine non fractionnée dans ce contexte-là, on voit qu'on augmente chez ces patients qui étaient essentiellement des patients thrombolysés le risque de saignement intracérébral. Par conséquent, les experts se sont positionnés sur la question en disant que les experts suggèrent de ne pas procéder à une héparinisation systématique en per-procédure d'une revascularisation endovasculaire cérébrale chez les patients qui ont bénéficié préalablement d'une thrombolyse intraveineuse afin de ne pas aggraver le pronostic neurologique à 3 mois. Par contre, chez les patients qui n'ont pas reçu de thrombolyse intraveineuse en amont, qui arrivent comme ça directement à la thrombectomie, à ce moment-là, les experts n'ont pas voulu émettre de recommandations parce que les données dans la littérature ne sont vraiment pas riches et l'ensemble des données de la littérature, c'est souvent des patients thrombolysés dans le contexte et donc ils n'ont préféré ne pas émettre de recommandations dans le contexte. Quid des antiagrégants plaquettaires et plus particulièrement de l'aspirine qui a été étudiée dans la majorité des études sur le sujet. Là aussi, si on reprend les données de l'étude Mr. Clean Med, vous voyez clairement que quand on regarde ces patients-là, on a un surrisque effectivement de saignement intracérébral si on utilise de l'aspirine en per-procédure. Par conséquent, les experts, là aussi, se sont positionnés sur le fait de ne pas administrer systématiquement d'aspirine en per-procédure d'une revascularisation endovasculaire cérébrale. Mais là, ils ont élargi que le patient soit anticoagulé ou non anticoagulé, parce que là, on avait un peu plus de données chez les patients qui n'étaient pas anticoagulés par une thrombolyse en amont, enfin, qui n'avaient pas reçu de thrombolyse en amont, afin de ne pas augmenter le risque d'hémorragie intravasculaire intraparenchymateuse symptomatique. Le problème, c'est que vous savez que la technique de thrombectomie est parfois difficile. On peut faire des emboles, on va faire plusieurs fois des passages au niveau de l'artère, et donc effectivement, le risque thrombotique, il augmente au décours de la procédure. Donc, comme vous le savez, on a fait ces recommandations. C'est aussi l'intérêt de faire des recommandations avec d'autres groupes de travail. Pour les neuroradiologues, il semblait important quand même d'avoir une petite issue de sortie, on va dire, dans ce contexte-là, pour pouvoir proposer une antiagrégation plaquettaire dans ce contexte-là. Quand on regarde la littérature, il semble qu'il y ait un sous-groupe de traitement antithrombotique, en particulier avec les anti-GP2B3A, qui puissent potentiellement avoir un risque de saignement intracérébral qui soit relativement diminué. Avec des méta-analyses sur des petites études, certes, mais ça reste quand même des méta-analyses, donc le niveau de force qui n'est pas non plus nul, hein, il faut en tenir compte. Et ce qui a permis finalement aux experts d'émettre une recommandation qui était de dire que les experts suggéraient la possibilité d'administrer, en l'absence de thrombolyse intraveineuse préalable, donc là on se met quand même à couvert d'une thrombolyse, une antiagrégation plaquettaire par anti-GP2B3A ou un inhibiteur direct de la thrombine, pendant la procédure de thrombectomie mécanique, en cas bien particulier d'embole distante ou d'occlusion résistante, afin d'améliorer le pronostic neurologique à 3 mois. Donc pas d'aspirine, les anti-GP2B3A, porte ouverte. Vincent, vous avez parlé des procédures de stenting. Donc là aussi, on est dans la balance entre d'un côté le risque de saignement intracérébral et puis de l'autre côté le risque d'occlusion de stent, hein, qu'on connaît bien en cardiovasculaire par exemple. Donc il y a une indication effectivement à mettre des antiagrégants plaquettaires dans ce contexte bien particulier. Quid du saignement dans ce contexte-là? Quand on regarde les études et les facteurs de risque de saignement intracérébral chez les patients qui ont bénéficié d'un stenting, comme vous le voyez, le fait d'avoir une antiagrégation plaquettaire, qu'elle soit simple ou double, n'était pas forcément associé avec ce surrisque-là. Par conséquent, les experts se sont positionnés dans ce contexte bien particulier de stenting sur le fait que les experts suggèrent d'utiliser une antiagrégation plaquettaire, simple ou double,
lors de la pose d'un stent pour éviter sa thrombose et améliorer le pronostic neurologique à 3 mois. Mais si vous faites ça, précautions. Les précautions sont les suivantes. Il suggère de n'initier cette antigrégation plaquettaire en post-procédure qu'après avoir éliminé une hémorragie cérébrale par une imagerie de contrôle au cours des premières 24 heures qui suivent la procédure, afin de ne pas aggraver le pronostic neurologique. Donc, OK pour l'antiagrégation plaquettaire, post-mise en place de stent, mais sous contrôle de la réalisation systématique d'un scanner cérébral. Alors, comme c'est un petit peu, voilà, il faut le garder en tête. Vous savez que les recommandations, généralement, essaient d'aboutir à des algorithmes et des tableaux pour essayer de se les afficher un petit peu partout. Là, c'en est un qu'on a essayé de faire pour essayer de résumer l'ensemble des données dont je viens de vous parler. Vous voyez que c'est un tableau de contingence à plusieurs entrées, avec d'un côté la thrombolyse présente ou absente, de l'autre côté le type de produit qu'on utilise, anticoagulant ou antiagression plaquettaire, et une sous-contingence avec le stenting ou l'absence de stenting. Et vous voyez que on a essayé de définir l'ensemble des paramètres dont je viens de vous parler. Donc ça, vous l'aurez sur le site de l'ASFA. Fin d'intervention. Donc voilà, on voit notre belle photo, on est assez content, on a récupéré une canalisation correcte. Et donc ça nous a pris un petit peu de temps, mais en une demi-heure, on a récupéré un TICI 2B. Voilà, les opérateurs et nous sommes tous plutôt contents de cette évolution. La question, c'est quelle sera la stratégie de sevrage ventilatoire. Donc on a vu que le patient était intubé, ventilé. Il est recommandé de faire un scanner avant l'extubation du patient. Il est recommandé d'extuber le patient sur la table. Le patient ayant bénéficié d'une AG doit être transféré en réanimation en post-procédure. L'extubation ne sera réalisée qu'après réalisation d'un score de risque type visage. Je vous laisse voter. Je vais pouvoir avancer. On est arrivé aux 50. Voilà, parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Il est recommandé d'extuber le patient sur table. On va te laisser parler, mais ça ressemble à la bonne réponse. Donc effectivement, quand on prend la littérature sur le sujet, alors elle n'est pas très floride, mais il y a quelques éléments là-dessus. Quand on regarde effectivement l'ensemble des données qui s'intéressent au pronostic des patients, ceux qui sont réveillés et extubés rapidement au décours de la procédure de thrombectomie vont être ceux qui vont avoir une meilleure évolution en termes pronostiques. Donc finalement, les experts se sont positionnés assez facilement sur cette question-là en disant que les experts suggèrent d'arrêter les médicaments d'anesthésie dès la fin de la procédure de thrombectomie en l'absence de déférence ventilatoire ou de complications faisant craindre l'existence d'une hypertension intracrânienne. Donc il y a quand même des sujets à bien vérifier avant, ou d'un état de mal épileptique, pour ne pas aggraver la morbimortalité. Donc ça a un réel impact sur l'organisation post-soins, vous imaginez bien. Donc si on essaie de réveiller rapidement les patients, on pourra passer à la deuxième recommandation, qui est de dire que les experts suggèrent d'extuber du coup le patient immédiatement après la procédure de thrombectomie, si les prérequis habituels sont présents, et que l'état de vigilance est satisfaisant. Donc un petit point là-dessus, l'état de vigilance satisfaisant, c'est une composante visuelle du score de Glasgow supérieure à 3 pour tout ce qui est thrombectomie du système antérieur. Et ça va permettre de ne pas aggraver la morbimortalité. La réponse aux ordres n'est pas nécessaire dans ce cas-là, les experts l'ont précisé dans la recommandation. Une petite particularité également, c'est que tout ce qui est atteinte du système postérieur, dans ce cas-là, la déglutition et la toux devront également être spécifiquement évaluées dans ce contexte, parce qu'elles vont participer effectivement à un surrisque d'échec d'extubation dans ce domaine. En ce qui concerne le score visage, vous avez vu qu'il y avait un des items qui était le score visage, qui sont un des scores, il y en a plusieurs, on en a 3-4 maintenant, qui sont utilisés chez les patients cérébrolésés. Malheureusement, l'ensemble de ces scores n'est pas utilisable, il n'a jamais été testé en tout cas, chez les patients victimes d'AVC en procédure post-thrombectomie. Par conséquent, les experts ont décidé de ne pas positionner ces scores dans l'évaluation neurologique de ces patients, et donc c'est essentiellement une évaluation clinique, comme on vient de vous le dire. En ce qui concerne l'orientation du patient, alors là, la littérature, il y en a, mais malheureusement, ce n'est pas de la littérature française. Notre système d'organisation français n'est pas un système d'organisation américain. Et donc, finalement, il y a peu d'éléments qu'on a pu utiliser pour essayer de faire des recommandations fortes sur le sujet. Mais les experts se sont quand même positionnés, c'était un peu le principe, et ce qu'ils proposent, c'est qu'ils suggèrent que le patient venant d'être traité par une procédure de thrombectomie mécanique soit systématiquement admis en soins critiques, en priorité en unité de soins intensifs neurovasculaires, à condition qu'il y ait une surveillance clinique, un monitorage qui inclut une mesure de la pression artérielle, de la saturation en oxygène, un enregistrement continu de l'ECG,
et qu'on puisse faire effectivement dans les premières 24 heures un scanner dont on avait parlé tout à l'heure, afin d'assurer également une prise en charge adaptée de type neuroprotection et la détection précoce et le traitement précoce des complications que pourrait présenter ce genre de patient. En ce qui concerne le réadressage du patient sur le site qu'il avait envoyé, là aussi c'est un problème qui apparaît souvent, Vincent pourrait vous parler mieux que ça que moi, mais la question se pose parce que ça va emboliser effectivement les centres receveurs et qui ont le plateau technique. Que fait-on de ces patients-là? C'est un problème du quotidien et qui suscite parfois des discussions, comme vous en doutez. Donc là aussi, les experts ont essayé d'aider un petit peu à la résolution de cette question. Ils suggèrent de ne pas réadresser le patient immédiatement après la procédure de trompectomie vers le centre adresseur, afin de pouvoir prendre en charge une complication neurologique secondaire grave en urgence si il y a une instabilité hémodynamique, un déficit neurologique qui reste sévère avec un I supérieur à 15 ou un traitement incomplet avec un stade toujours là aussi de TICI qui est inférieur à 2B. Les experts ont eu un accord fort sur cette question, qui va nous aider, je pense, dans la réorientation des patients. On a déroulé l'ensemble des recommandations, de ces recommandations de pratique professionnelle. Et comme vous le savez, comme je vous le disais, maintenant, avec les recommandations, on essaie toujours de faire un algorithme résumé qu'on puisse avoir facilement utilisable dans la poche. C'est celui-ci qu'on vous propose, avec donc, le déroulé pré-procédure, per-procédure et post-procédure. Vous voyez l'ensemble des éléments dont je vous ai parlé. Donc tout à fait en haut, vous avez votre patient qui est éligible à la thrombectomie. Quel type d'anesthésie je vais proposer? Ça va dépendre des facteurs de risque dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'atteinte de la circulation postérieure, le score de Nice élevé, une technique de neuronavigation qui est rendue difficile, une altération de la vigilance, une défaillance respiratoire, l'agitation du patient, le vomissement du patient, qui va plutôt nous faire basculer vers l'anesthésie générale. Et dans les autres cas, on va proposer de faire plutôt une anesthésie locale et une sédation. En ce qui concerne les axos qui doivent être gérés, on les a résumés là. Saturation supérieure à 95%, une capnie normale entre 35 et 40 mm de mercure chez le patient ventilé. Chez le non ventilé, pensez toujours à mettre quand même cette mesure de TCO2. La normoglycémique avec des seuils qu'on vous a mis dans l'algorithme qui sont entre 5 et 8 mmol par litre, dérivés finalement de ce qui se passe chez le cérébro-lésé. Des objectifs tensionnels au cours des 24 premières heures qui vont dépendre du score TICI. Inférieur à 2B, 130-180. Supérieur à 2B, reperfusion, risque potentiel de sursaignement, 130-160 mm de mercure. À la fin de la procédure, j'ai un risque de défaillance ventilatoire, le patient est peut-être inhalé pour une raison lambda. J'ai un doute sur une HTIC potentielle, risque de convulsion également. Je maintiens la sédation et donc ça déroule effectivement plein de conséquences. Ou je vais hospitaliser mon patient dans un service de soins qui va pouvoir prendre en charge des patients ventilés. Sinon, j'arrête la sédation et j'évalue si je peux extuber rapidement mon malade. Comment je le sais? C'est la composante visuelle essentiellement. Je n'ai pas de défaillance ventilatoire. Dans les circulations postérieures, je vérifie bien avant l'extubation l'atout et la déglutition. Soit c'est OK, j'extube mon patient, soit c'est pas OK, je le maintiens. Et à ce moment-là, je le transfère dans une structure qui peut gérer le patient intubé. Sinon, il va aller en premier lieu dans une unité de soins intensifs de neurovasculaire. Et si ce n'est pas le cas, en soins critiques. Et on va le garder pendant les premières 24 heures avec l'objectif effectivement de ce scanner. Et puis après, rediscuter effectivement du transfert. Vous voyez le QR code qui est à côté. On aime bien les QR codes. Mais avec celui-ci, vous allez pouvoir avoir accès aux recommandations qui sont sur le site de la SFAR et qui viennent d'être mises à l'instant. Voilà, on voulait juste vous remercier déjà d'avoir participé et puis donc souligner le fait que c'est bien des RPP, on n'est pas encore au niveau RFE, mais pour finalement une innovation qui arrive en 2015, le fait que la SFAR puisse se positionner 7 ans après avec une RPP, c'est déjà un exploit. Et donc on essaye de proposer, peut-être dans les prochaines années, on pourra proposer un peu plus de stabilité sur nos recommandations, mais on a déjà quand même pas mal avancé sur ce point-là. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, un grand merci pour ce travail. C'est un très beau texte et je pense que tout le monde va le découvrir et c'est important parce que c'est vrai que quand on se retrouve face à ces prises en charge, il n'y a pas toujours des experts de la neuroréanimation en face et donc ça nous aide, je pense, énormément sur comment prendre en charge ces patients. Le premier point que vous développez, je pense, qui est très important, c'est toute la première question. Est-ce qu'on va sur une anesthésie générale ou est-ce qu'on va sur de l'anesthésie locale assistée, peu importe. Et c'est souvent, on se trouve un peu démunis, on est en discussion en fait avec nos NRistes pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Je pense que ça va beaucoup nous aider sur cette décision. Est-ce que vous pouvez juste clarifier, je pense un peu pour tout le monde, pourquoi cette circulation, quand c'est un accident vasculaire cérébral de la circulation postérieure, pourquoi vraiment on va plus
vers sur une anesthésie générale que vers une anesthésie locale. Donc les accidents de la circulation postérieure, c'est des cas très particuliers. On estime à peu près 5-10%, donc c'est quand même heureusement assez rare. Potentiellement super grave, parce que ça peut aller jusqu'à l'état de Lockton syndrome, dont on a tous évidemment une trouille extrême. Et l'idée, c'est que en fait, ces malades sont très instables sur le plan hémodynamique, respiratoire, et ils ont souvent des nausées, vomissements associés, parce que ça peut donner des grands vertiges. Quand on a un Wallenberg, on se retrouve avec des grands vertiges. Et donc c'est finalement les situations les plus à risque au moment où le patient arrive sur la table. Et on peut aussi imaginer ce qui peut se passer quand on fait une thromboaspie sur un thrombus basilaire. Le débit cérébral au niveau du thrombus basilaire devient nul. Et donc on va éteindre la réticulée, on va éteindre toutes les composantes qui permettent de maintenir une ventilation spontanée, de maintenir finalement une stabilité hémodynamique. Donc c'est chez ces malades-là où en fait, quand le geste arrive et qu'on va enlever le caillot ou aspirer le caillot, on peut se retrouver avec des grosses variations hémodynamiques respiratoires et probablement des vomissements, enfin plein d'éléments qui font qu'on préfère être sous cura ou pas, mais en tout cas qu'on soit bien stable et que le malade ait un tube dans la gorge pour pas que finalement on se retrouve avec une grande instabilité au niveau respiratoire. Est-ce qu'il y a on a mis ceinture et bretelles, parce que finalement on a mis vomissement, on les a individualisés et en plus on a mis ça. Donc là, c'est vraiment des patients, il ne faut pas passer à côté. Oui, en plus, avec toute la difficulté, comme souvent dans les procédures interventionnelles, si on devait dans un second temps changer de fusil d'épaule, aller sous les champs, la conversion, et puis c'est très très compliqué. Donc peut-être aussi avec un certain nombre de critères qui peuvent peut-être paraître un peu excessifs, mais qui sont de la précaution, parce que, comme dans beaucoup de procédures, c'est probablement encore pire de démarrer sous sédation et de devoir intuber en catastrophe, quoi. Le taux de conversion, il estime à peu près à 15% quand on fait des sédations conscientes chez les malades de la circulation antérieure. Donc déjà, on parle des moins graves, et quand on parle des circulations postérieures, c'est probablement ceux qui, finalement, la plupart d'entre nous, on les intube. Parfois, ils sont déjà intubés avant d'arriver, et en particulier, donc on essaie de bien les protéger. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas, profitez-en pour les poser à ces deux experts. Ça nécessite aussi justement de discuter de l'intervention et de la localisation du caillot. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être passif et on doit comprendre les images, on doit participer avec le radiologue à la compréhension du tableau clinique. Ce n'est pas une anesthésie lambda, on doit savoir si c'est antérieur, postérieur, quelle localisation, quel geste il veut faire, est-ce que c'est un geste complexe ou pas. Donc il faut vraiment être en communication avec le radiologue interventionnel, sinon ça ne marche pas. Alors peut-être en attendant, moi j'ai une question à vous poser aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, Vincent. Dans le fait de ne pas être passif, on le voit aussi que c'est vrai en post-procédure, puisque notamment sur la recommandation, c'est là où je voulais poser ma question, sur la recommandation de l'objectif tensionnel. En fait, vous devez vous intéresser un peu à ce qui s'est passé et si votre patient est bien recanalisé, puisqu'on voit que si, en fonction du TICI inférieur à 2B ou supérieur ou égal à 2B, on ne va pas avoir les mêmes objectifs. Pour que ça soit bien clair pour tout le monde, on est d'accord que c'est 130, 160 si ça s'est bien passé et que ça reperfuse, et un peu plus si ça ne reperfuse pas, pour essayer, j'imagine, gagner un peu de pression de perfusion cérébrale. Donc ça veut dire qu'on imagine un peu tous le malade un peu hypotendu, un peu pas bien, on va lui mettre des vasopresseurs. Mais ça veut aussi dire que s'il dépasse ses objectifs, je ne le laisse pas faire. C'est-à-dire qu'il faut que je lui mette un anti-hypertenseur, et auquel cas, peut-être lequel, ou qu'est-ce qui pourrait être validé? L'histoire classique, quand même, les malades, ils ont besoin de baby noradré pendant la procédure, mais dès qu'on a fini la procédure et qu'on arrête le propofol, la tension, elle remonte assez vite. Donc ils ont plutôt tendance à taper à 190 qu'être à 80 de systole. Donc on a plutôt tendance à vouloir baisser la tension, et donc la réponse du travail de Michael, c'est justement de nous dire qu'on n'a pas encore d'éléments pour certifier qu'il faille mettre ces malades à 130 de systole. C'est peut-être dangereux, en fait, d'une certaine manière, et que les laisser à leur tension habituelle, c'est bien, mis à part le sous-groupe des malades qui ne sont pas bien recanalisés, où là, il faut les laisser plutôt bas, et les autres, on peut les laisser remonter jusqu'à 180. Donc voilà, on avance un peu sur la stratification des risques de ressaignement, sur justement la recanalisation, qui est un grand marqueur, en fait, de la qualité de la recanalisation. Et donc on utilise cet élément-là pour stratifier les traitements qu'on va mettre en post-procédure. Alors là, on sort un petit peu de la recommandation, mais est-ce qu'il y aurait une classe thérapeutique à privilégier pour leur faire baisser la pression artérielle? Moi, je ne vends pas de médicaments, donc je peux le dire. En pratique, on fait plutôt de l'Oprexil parce que c'est facile l'action. Il y a moins d'effets que le Loxène, parce que le Loxène a tendance à être un peu tachycardisant. On peut même dire qu'il lève la VPH, donc si ce patient était un peu limite au niveau respiratoire, le Loxène sera un peu moins bien supporté. Donc voilà, avec le Prexil, c'est assez maniable, donc on a tendance à utiliser les inhibiteurs centraux. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait du tout d'études qui aient comparé un traitement par rapport à un autre. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas positionnés non plus là-dessus. Est-ce qu'il y a une question dans l'assistance? Oui.
Ah, dans ce sens-là. Ouais, c'est intéressant ça. Est-ce que en fait, si on est sur un junior ou un jeune praticien, il faudrait protéger l'opérateur d'une procédure complexe si le malade se met à bouger? Ça fait partie des éléments. En fait, si vous êtes dans la case NIH inférieur à 15, pas de vomissement, rien, là vous avez le choix entre les deux. Donc vous pouvez choisir d'intuber le patient pour qu'en fait il soit plus simplement procéder et que le radiologue puisse le faire dans des bonnes conditions. Si jamais en revanche il sort des cases et donc il a vomi, il est en défaillance respiratoire, là vous l'intubez, comme ça vous protégez complètement. C'est vrai qu'en fait on avait l'impression que les opérateurs un peu plus âgés iraient plus vite et finalement c'est pas forcément le cas. Les jeunes vont assez vite et surtout les jeunes se sont habitués à travailler sur des procédures sous sédation, tandis que les vieux opérateurs en fait ont toujours eu des malades complètement anesthésiés, curalisés. Donc finalement c'est pas si simple que ça. L'âge de l'opérateur est pas si simple que ça, sauf si c'est vraiment un tout nouveau qui vient d'arriver, quoi. De façon diplomatique, on a résumé ça sous neuronavigation prévue difficile. Oui. Que ce soit de la localisation du thrombus ou de l'opérateur. Mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas écrire que si l'opérateur n'est pas bon, il faut intuber le malade. C'est vrai aussi pour l'anesthésiste, finalement. Oui, et puis c'est même vrai au bloc opératoire dans d'autres circonstances. Je pense qu'on aurait la même réponse. Absolument. Pas d'autres questions? Merci Il nous reste à vous remercier. Merci. Merci beaucoup.